rester dans l'épure de temps parce que on a largement explosé. Alors je vous rassure tous, l'épure de temps, on a laissé du temps au temps, comme disait François Mitterrand. Mais c'est la qualité de nos échanges. Voilà, on va pas se contraindre. C'est pas tous les jours qu'on a 30 ans. Donc ça mérite quand même qu'on prenne un peu de respiration. Mais la respiration, ça passera aussi, je vous rassure, par un cocktail, par toute une série de boissons alcoolisées et non alcoolisées pour ceux qui ne seraient pas à l'unisson. Et puis il y aura aussi un petit concert tout à l'heure qui aura lieu sur cette estrade. Mais avant, nous avons 4 intervenants qui ont accepté d'intervenir. Et comme c'est des millennials, ils le font en Dacia 80 signes à la vitesse. Donc ça veut dire que ça va être une dernière table ronde très concentrée dans le temps. Et donc j'appelle ici à mes côtés Amandine Claveau, Jordan Provost, Gilles Gressani et last but not least, et Joséphine Staron, que j'ai vue. Je n'ai vu qu'elle. Et elle a posé une excellente question tout à l'heure à Pierre Moscovici. Tous les 4. Alors, vous voyez que la moyenne d'âge cumulée de nos 4 intervenants, ça doit dépasser à peine 120 ans. Voilà, à peu près. Donc voilà, c'est une vision de l'Europe. Et le thème sur lequel moi j'aimerais qu'on les challenge, et y compris vous-même si vous avez quelques questions, c'est un peu le rôle des think tanks. On en a parlé avec Pierre Moscovici, on en a parlé un petit peu tout au long de cette soirée. Et donc je pense que de leur point de vue, quelle Europe en 2050 et comment les laboratoires d'idées aident dans cette réflexion. Vous avez les titres, je ne vais pas les reprendre, vous avez les titres des unes et des autres. Et je vous laisse démarrer. Il n'y a pas de protocole. Peut-être Amandine, on va démarrer dans ce sens-là. Allez, Amandine Claveau de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Confrontation Europe et bon anniversaire à Confrontation Europe pour cette invitation. Je voudrais commencer mon intervention en vous parlant de ce que nous sommes à la Fondation Jean Jaurès, que je représente ce soir, pour vous expliquer ce vers quoi nous tendons, c'est-à-dire essayer, pour paraphraser Jean Jaurès, aller à l'idéal pour comprendre le réel. Nous fêtons, nous aussi, nos 30 ans d'existence à la Fondation Jean Jaurès. Nous avons été créés en 1992 par Pierre Mauroy, après la chute du mur de Berlin, selon le modèle des fondations politiques allemandes, dans le but d'aider initialement à la démocratisation des pays de l'ex-bloc soviétique. Et notre engagement européen a donc été en fait au cœur de nos actions dès l'origine. Donc nous sommes une fondation politique reconnue d'utilité publique. Et en ce sens, nous travaillons étroitement avec des think tanks européens basés à Paris, mais également avec nos homologues européens et à l'international, où nous mettons nos compétences en commun pour réfléchir, décrypter, et je pense qu'on va tous en parler les uns avec les autres, débattre et soumettre des recommandations à la fois au pouvoir public et auprès des institutions européennes. Le deuxième point que je voulais aborder, j'ai compris sur la concision, donc je vais être très concise. Le deuxième point, c'est les objectifs visés par les think tanks, et c'est ce qui nous réunit ce soir, c'est à la fois d'être cet espace de réflexion, d'analyse, de débat, de confrontation, en donnant des clés de compréhension auprès des citoyens et des citoyennes, et essayer, autant que faire se peut, de proposer des idées nouvelles, ce qui n'est pas une mince affaire, vous me l'accorderez. Le second objectif, je dirais, c'est de peser en tant que vecteur d'influence dans le débat public, politique, médiatique, pour pousser, bien sûr, ces recommandations et ces analyses. Et enfin, peut-être pour aller vers plus de prospective et laisser la parole à mes collègues à côté, terminer peut-être sur les enjeux et les défis à l'horizon 2050. Je dirais que pour les structures comme les nôtres, les enjeux, ils sont doubles. À la fois saisir les soubresauts de la société, avoir cette soubresaut de la société, mais aussi les signaux faibles, et avoir cette capacité d'anticipation et de projection en essayant d'imaginer le monde de demain. Et là, de toute évidence, le contexte international, et on l'a évoqué, invite les think tanks à se mobiliser encore davantage pour engager cette réflexion. On le voit avec la guerre en Ukraine, avec le réchauffement climatique,
Bien sûr, les plaques tectoniques sur la scène internationale avec la compétition entre les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi la montée de l'extrême droite, on le voit malheureusement en France actuellement, mais on le voit aussi partout en Europe, montre bien que le continent européen est à la fois le théâtre de conflits, mais aussi à la confluence, je dirais, d'un nouvel ordre international où l'Union européenne doit absolument trouver sa place, imposer sa partition et repenser également son rôle. Et pour les think tanks, le défi en fait est assez important dans la mesure où je dirais qu'il y a un défi en fait démocratique parce qu'il en va de notre capacité à pouvoir débattre aujourd'hui. En témoigne un certain nombre d'atteintes à l'état de droit que l'on constate en Pologne, en Hongrie, où il est aujourd'hui difficile de pouvoir échanger et débattre. Et c'est là tout l'enjeu pour les think tanks comme les nôtres, de pouvoir en fait être ce rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les citoyennes, mais aussi les pouvoirs politiques, mais aussi la société civile dans son ensemble, et être parfois aussi l'incarnation, je dirais, de ce levier en matière de liberté d'expression, parfois aussi d'opposition, comme on le voit dans certains pays conservateurs, où, comme je l'ai indiqué, en Pologne ou en Hongrie, il est difficile aujourd'hui de débattre. Je vais m'arrêter là. Pour l'instant. Merci beaucoup Amandine pour ton témoignage. Je passerai la parole on va un peu fonctionner à l'envers, à Jordan Provost avec grand plaisir. Alors, Jordan est un jeune docteur en histoire contemporaine. Il a soutenu sa thèse le 10 juin dernier à Bordeaux, à l'université Bordeaux-Montaigne, sous la présidence de Christophe et Christine Bounot, qui sont des profs d'histoire connus et reconnus au niveau national. Et Jordan a fait sa thèse sur les think tanks français contemporains. C'est une thèse d'histoire, mais il a un chapitre 9 qui est remarquable où il retrace l'histoire des think tanks européens. Donc il parle de nous, mais pas que de nous, il parle de tous des think tanks européens. Et donc j'aimerais, au vu de ce que tu as entendu, Jordan, depuis 2 heures, sur ce sujet du rôle des think tanks dans les années qui viennent, comment tu vois tout ça? Ta thèse, je vous renvoie, elle fait 843 pages, donc on ne va pas le détailler peut-être dans les minutes qui viennent, mais vous pourrez vous y référer. Mais par contre, les questions que tu soulèves dans ta thèse, elles sont un peu au cœur, je crois, de la soirée qu'on a commencé. Donc je te passe la parole. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche bien. Oui, en effet. Alors tout d'abord, merci beaucoup à toute l'équipe de Confrontation Europe, et en particulier à Michel Herdevé qui était présent dans le jury de ma thèse, et je vous en remercie encore. Et qui me donne la difficile tâche de parler de ma thèse en 5 minutes, en effet 843 pages et 6 ans de travail, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même. Alors, tout d'abord, il y a une question qui est centrale aujourd'hui, et l'anniversaire, ce 30e anniversaire, il pose cette question, c'est l'importance aujourd'hui, et Amandine Claveau l'a très bien relevé, c'est de relever l'importance, cette épaisseur historique des think tanks. C'est un élément qui est central. Pourquoi? Parce que ça relève aussi toute la réalité de ces organisations depuis 30, 40 ans, pour l'Institut français des relations internationales aussi, donc plusieurs décennies, dans l'arène de l'expertise, de la démocratie technique, des savoirs hybrides, mais aussi de la fertilisation croisée, et M. Herzog l'évoquait tout à l'heure, entre élites universitaires, entre élites politiques et élites industrielles. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant de débat, de confrontation qu'il faut relever. Et finalement, on voit aujourd'hui, enfin il me semble, en tout cas c'est mon intuition, c'est que j'ai essayé de relever en étudiant tout le développement, les stratégies d'identification des think tanks, au milieu de ces différents carrefours entre politique, économie, entre savoir hybride, de révéler aussi la manière dont ils se démarquaient des partis notamment. C'est un élément assez intéressant dans le rapport de ces organisations aux partis, aux institutions aussi, dans leur stratégie d'influence dans la production, en tout cas l'influence sur la production des normes. Ça, c'est des éléments qu'il faut relever. Et donc on a en France aujourd'hui plus de 130, 140, peut-être 150 organisations revendiquant l'appellation, et dont certaines, pour parler un peu rapidement des poids lourds nationaux, qui ont une capacité d'influence réelle ou partielle sur les institutions. Alors ça soulève plusieurs sujets. Ça soulève le sujet de la recherche interdisciplinaire, la recherche financée aussi par l'État, par des entreprises, mais d'ailleurs on le remarque ces 5 dernières années notamment, voire 10 dernières années, on a une baisse
pour la majorité des organisations, pas toutes, mais une baisse importante de leurs fonds. La recherche de subventions est de plus en plus difficile, donc ça c'est un élément intéressant et qui met en jeu leur capacité, pour le coup, à produire de la connaissance. Ces espaces de débat, on ne va pas le répéter, d'échanges, de petits déjeuners, de déjeuners, mais aussi de production des savoirs. Donc ça c'est un premier enjeu, la question du financement de ces organisations qui ont une influence à l'échelle française, à l'échelle européenne. Ça c'est un élément que je tenais à relever, je vais me dépêcher pour essayer de contraindre encore le propos. Il y a ce premier élément. Donc à mon sens, il y a un intérêt aujourd'hui pour l'État à s'intéresser à ces organisations, particulièrement les organisations que j'évoque dans ma thèse dédiées à l'Europe, ou qui disposent d'une vocation européenne, mais plus généralement pour les think tanks pro-européens. La Fondation Jean Jaurès, par exemple, ou Sinopia sont des organisations pro-européennes sans être entièrement dédiées à l'Europe, comme le sont Confrontation, l'Institut Jacques Delors, la Fondation Robert Schuman. Donc c'est des éléments à identifier. Après, il y a une autre question qui me semble très très importante, c'est la question de l'ouverture sociale, à la sociologie des think tanks. Il y a une critique qui est très régulière et qui est tout à fait légitime sur l'élitisme, le projet élitaire des think tanks, qui tend d'ailleurs à les catégoriser souvent dans certaines critiques qu'on peut observer sur ces questions, à des espaces où se crée la pensée dominante entre élites pour les élites. C'est une critique tout à fait légitime, et là je reviens d'ailleurs un petit peu aux propos de Pierre Moscovici en entrée tout à l'heure, qui parlait, la très bonne image de l'ouvrier de Sochaux qui se déporte sur le Front National. Je pense que les think tanks aujourd'hui ont tout intérêt à intégrer, à ouvrir la parole, à laisser une place à l'ouvrier de Sochaux. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait un ouvrier de Sochaux ni d'ailleurs de Paris qui soit dans la salle. Donc ça, c'est un élément important et un bel enjeu pour les think tanks d'ouverture, notamment dans leur propension à représenter, structurer aussi, être partie prenante de la société civile, être partie prenante de la société civile organisée en tant qu'arène de débat, d'expertise de la démocratie technique. Ça, c'est un élément essentiel. Dernier point, et je me tais. Il y a l'élément qui me semble plus que central aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on veut bien appeler la transition énergétique. C'est les deux points, la question de la croissance et la question des solidarités. Comment aujourd'hui, pour des organisations qui se revendiquent progressistes, et le progressisme est une notion qui est très largement évolutive, on le sait, et qui évolue beaucoup plus d'ailleurs dans l'arène des think tanks que des partis, donc il y a tout intérêt à se réapproprier ces questions, notamment au prisme de ces deux enjeux, l'Europe, la transition énergétique. Sur la question des solidarités, qu'est-ce qui prévaut? Le principe de concurrence, de solidarité, c'est des questions de fond, sur lesquelles parfois on peut un peu taire ou qu'on peut mettre un peu sous le tapis, mais qu'il faut remettre en débat, en confrontation. Ça, c'est un élément qui est très intéressant. Sur quel secteur, comment, notamment du point de vue de l'énergie, et sur le plan évidemment de la transition énergétique, une question qui est aujourd'hui centrale et à l'échelle certes nationale mais européenne. Elle est dans tous les scénarios de transition énergétique et là j'ouvre sur la question de 2050, la question de la sobriété. Je trouve à titre personnel, dans ce que j'ai pu étudier, que c'est une question qui est assez peu évoquée finalement par les think tanks et dont on doit véritablement s'emparer parce qu'en effet, techniquement, en 2050, combien on aura fait d'économies sur la question de sobriété énergétique? 90 TWh, 100 TWh, 200 TWh, moins, je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions très sensibles sur lesquelles il n'y a pas de consensus et les think tanks sont là aussi pour le mettre en évidence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jordan. Je voyais en t'écoutant Joséphine parfois opiner de la tête. Donc Joséphine est directrice des études de Sinopia. Elle a écrit d'ailleurs un bouquin sur les questions européennes que tu as amené avec toi ou que tu pourras peut-être citer pour ceux qui auraient envie de l'acheter. Comment tu réagis par rapport à ce qu'Amandine ou Jordan ont posé comme question, comme thème de débat? Alors déjà, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Je veux d'abord remercier Confrontation Europe, Michel Derdevey, Thomas Dorget et Pierre Fouquet également pour leur invitation ce soir. Nous, Sinopia, on est un think tank plus jeune que Confrontation Europe. On a fêté il y a 3 mois nos 10 ans d'existence. C'est déjà pas mal, mais on n'est pas encore aux 30 ans. On a hâte de les fêter avec vous, j'espère, dans 20 ans. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez dit, c'est la place des think tanks aujourd'hui. Elle est peut-être encore plus importante qu'elle ne l'était il y a 30 ans, mais elle est en même temps dans une forme de compétition, presque parfois de concurrence entre les think tanks, qui n'a pas lieu d'être d'une certaine manière, puisque généralement les thématiques sont assez complémentaires, pas concurrentiel, mais ce qui est en revanche concurrentiel, et là on rejoint la thématique des financements que vous évoquiez, c'est les partenaires, c'est les mécènes, c'est les subventions.
Il y a de plus en plus de demandes pour ces financements-là, parce qu'il y a de plus en plus de think tanks, d'associations, et forcément, eh bien, la source, à la fin, finit par se tarir. Et donc, on est tous face à une problématique de financer nos réflexions, d'autant plus quand ce sont des réflexions prospectives ou européennes, puisque eh bien, on ne peut pas réfléchir en vase clos, on ne peut pas réfléchir qu'entre Français, et donc on a besoin de s'ouvrir, de faire des voyages, de rencontrer d'autres think tanks, des think tanks européens, et ça, effectivement, la question du financement, elle est donc cruciale aujourd'hui. J'aimerais simplement ajouter un point complémentaire à ce qui a été dit, et là-dessus, Sinopia est très influent, presque militant. C'est la question de la méthode. Parce que, bien évidemment, tous les think tanks ont un angle, politique ou non. Nous, par exemple, chez Sinopia, on est non partisans, donc on essaye d'être relativement neutre. Et pour ça, eh ben, on essaye de s'adresser davantage à la question de la méthode, donc du comment faire, et de présenter différentes alternatives à nos cibles, qui sont les décideurs publics, quand on traite un sujet de gouvernance publique institutionnelle, et parfois aussi les décideurs économiques, les chefs d'entreprise. Et on essaie de leur proposer non pas des solutions toutes faites ou le fameux yaka faucon qu'on entend souvent, pas dans les think tanks, mais souvent dans la sphère politique en tant que telle, mais des alternatives et des chemins concrets pour essayer de mettre en œuvre des propositions qu'on peut formuler. Et aujourd'hui, ce soir, on a beaucoup parlé de méthode, notamment Philippe Herzog a mis en avant cette question primordiale de la méthode, et Pierre Moscovici en a parlé aussi en disant qu'il fallait avoir une vision assez pragmatique en ce qui concerne les questions européennes et essayer d'avancer là où on peut avancer le plus vite possible. On a un membre émérite chez Sinopia qui s'appelle Pierre de Boissieu, qui disait toujours que c'était pas forcément la politique des petits pas qu'il fallait mener, mais la politique des pas qu'on peut accomplir. Et je pense que véritablement le rôle des think tanks, c'est ça. C'est d'avoir une vision, bien évidemment, mais de proposer des feuilles de route aux décideurs qui soient relativement concrètes, faisables, et qu'ils puissent mettre en œuvre pour ne pas rester dans le domaine de l'abstrait uniquement. Ça, c'est plus le rôle des universitaires. Alors attention, je ne veux pas froisser, je suis moi-même universitaire, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Voilà, j'ai un doctorat en philosophie politique et Michel mentionnait mon livre qui se veut un condensé, si on peut dire ça, de ma thèse, qui ne fait pas 800 pages mais 500, un peu moins ambitieux que la vôtre, mais sur la thématique de la solidarité européenne ou des solidarités européennes. Voilà, et donc pour faire un petit peu de promo personnelle, ce livre s'appelle « Europe, la solidarité contre le naufrage » et il a été publié aux éditions Sinopia. Voilà, parce que parfois, eh bien, les think tanks doivent aussi savoir avoir plusieurs casquettes. Et donc là, on a pris la casquette de maison d'édition. Mais quand on voit Confrontation Europe avec ses revues trimestrielles, eh bien, c'est aussi un travail d'édition que la plupart des think tanks font et continuent de faire, et pour contribuer à la pensée qu'on peut dire peut-être stratégique. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Joséphine. Dernier intervenant, notre ami Gilles Gressani, qui est le président du groupe d'études géopolitiques, qui anime aussi et dirige Le Grand Continent, qui est une vraie réussite, qui en 2-3 ans s'est imposé comme une référence quant aux productions intellectuelles. Tu vas peut-être nous préciser ce que c'est que la structure, que le groupe d'études politiques, Le Grand Continent. Et puis aussi, peut-être, tu sais, en 1848, il y avait M. Proudhon qui disait « Démocratie de la misère, misère de la démocratie ». Les sujets budgétaires, est-ce qu'on se donne les moyens? Enfin, tu vois qu'il y a une vision européenne, qui est italien, qui voit le fonctionnement des démocraties en Europe. Est-ce qu'il y a des endroits en Europe, l'Allemagne par exemple, où le soutien à la réflexion intellectuelle, à l'animation de la vie entre les citoyens, les savoirs et les pouvoirs, on pourrait en tirer quelques exemples dans un pays qui parle très fort d'Europe, mais qui parfois ne met pas l'effort derrière suffisant pour porter cette parole-là. Gilles, je te passe le relais. Merci beaucoup, cher Michel, pour cette invitation. Je suis absolument désolé, je suis le dernier obstacle entre vous, les cocktails, donc j'en suis conscient. Et je vais être particulièrement court. Et effectivement, je pense de fait, la question a été très bien résumée par mes camarades de panel. Au fond, effectivement, qu'est-ce qu'un think tank? C'est une chose qui est entre le savoir, le pouvoir
et le débat. Et je pense que fondamentalement, ce qu'on essaye de faire avec l'articulation entre GEJ et Grand Continent, c'est au fond d'avoir quelque chose qui est plutôt ancré du côté axe, si vous voulez, pouvoir, décision et recherche, savoir. Donc effectivement, un peu forcément plus intéressé à parler à un public de personnes compétentes plus que de personnes qui sont simplement intéressées au sujet, et en ayant une deuxième jambe, un deuxième poumon qui, lui, en fait, essaye de faire le contraire. Donc on essaye de s'adresser à un public de personnes qui ne soient pas compétentes, mais qui soient intéressées. Et au fond, quand on fait ça, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Et c'est peut-être, si je peux me permettre, à partir de notre méthode, une espèce de conseil, de recommandation que je donnerais. C'est qu'au fond, aujourd'hui, pour essayer de faire de l'Europe, il faut essayer de faire sortir l'Europe des affaires européennes. Il y a un peu une espèce de réflexe qu'on retrouve un peu parfois, qui est au fond de dire si les citoyens ne s'intéressent pas au fonctionnement de la Commission, du Conseil, du Parlement, ils ne comprennent pas ce que c'est une directive, etc. Au fond, c'est parce qu'on n'a pas assez prêché, on n'a pas assez converti, on n'a pas assez expliqué. Et au fond, quelque part, on finit par avoir une approche vis-à-vis du sujet européen, un peu comme si, au fond, quand on pensait à la France, on ne pensait qu'au Conseil d'État. Au fond, c'est difficile d'aimer le Conseil d'État, on peut l'étudier, c'est important que ça existe, il y a des procédures, des techniques, c'est normal que ce soit difficile, mais c'est aussi normal qu'au fond, pas tout le monde s'intéresse et comprenne quelles sont les dynamiques du Conseil d'État. Et là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est que pour essayer de parler d'Europe, il ne faut surtout pas parler d'affaires européennes. Et au fond, quelque part, évidemment, quand on essaye de parler à un public qui n'est pas celui du décideur des savants. Et au fond, cette table ronde, mais aussi les très intéressantes interventions d'avant, l'ont montré. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de sujets qui ne sont pas stricto sensu européens. On parle de géopolitique, on parle d'énergie, on parle de problèmes qui, en fait, pourquoi s'européanisent ? Parce qu'ils se posent à une autre échelle. Et c'est là, je pense, qu'il y a une méthode aujourd'hui qui peut être intéressante à essayer de parcourir par différentes organisations, qu'elles soient plus ou moins politiques, plus ou moins institutionnelles, plus ou moins scientifiques. C'est au fond d'essayer de tourner le regard, au fond, ne pas essayer de convertir et de faire des cours de catéchisme aux affaires européennes, mais au fond, simplement comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des inquiétudes, des problèmes qui se posent d'une façon homogène à Varsovie, à Séville, à Paris, à Naples, en passant par Berlin et Vienne, et que c'est ça, au fond, ce que fera le grand continent. Merci beaucoup, Gilles. Je vous renvoie bien sûr au site web de toutes ces structures. Je ne sais pas si Jordan, ta thèse sera mise en web un jour ou l'autre, peut-être, on verra. Enfin, bon. En tout cas, mille merci à nos 4 panélistes. Et puis, je voudrais surtout vous remercier toutes et tous d'avoir attendu jusqu'à 20h40. Vous êtes un courage formidable. Donc, pour vous récompenser, j'avais pensé à une chanson. Patrick Bruel, Rendez-vous dans 10 ans. Ce serait super. Enfin, je veux dire, Pierre, Claude, Philippe, Marcel, tous, on peut se retrouver. Monsieur Larosière, on peut tous se retrouver dans 10 ans, il n'y a pas de problème, voilà. Mais on ne le fera pas, et on va laisser l'improvisation nous guider à travers le petit groupe qui va animer la soirée, qui commence à l'instant. Merci à toutes et à tous.